Madame, monsieur, bonjour. Tout bleu sur la Méditerranée, gris bleu partout ailleurs. Voyons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Beaucoup de soleil cet après-midi, nous dit Evelyne, sur le golfe du Lion, mais avec du vent. D'ailleurs, des nuages, surtout dans le nord-est, le Finistère et au pied des Pyrénées. Quelques averses aussi dans le Jura et les Alpes avec un peu de neige et des orages sur la montagne corse. Les températures, elles remontent un peu, mais elles restent quand même assez fraîches. Prévoyez par exemple 12 degrés cet après-midi à Langres, 15 à Lyon, 16 à Tours, 17 à Rennes et Paris, 18 à Limoges et Toulouse, 19 à Marseille et jusqu'à 22 degrés à Perpignan. Encore une semaine de vacances pour les écoliers des académies de Paris, Montpellier, Toulouse et la Corse. Ils seront plutôt gâtés par le temps cette semaine, tant mieux pour eux dans l'Hérault. Élise Stern et Christelle Chabot. Le plongeon n'est pas encore parfait, mais il reste quelques semaines pour s'entraîner avant l'été. Un plaisir pour ceux qui sont encore en vacances. On profite surtout pour lui, ça fait du bien avant les grandes vacances. Pour cette famille, dernier jour pour en profiter, même si certains se seraient bien vus rester plus longtemps. On est allé prendre le petit déjeuner à la terrasse. Donc croissant, jus de fruits, café. Et c'est super agréable. J'ai fait le toboggan et tout ça, c'était génial. Et quand aussi les soirées le soir. On s'est éclaté et surtout quand il y avait la mini disco, c'était hyper bien. Venu de région parisienne, ce couple apprécie les avantages de l'avant-saison. Les tarifs déjà sont pas très chers. On peut faire la grasse matinée, on n'entend pas un bruit. C'est très calme. Avec 20 degrés cet après-midi, le programme est chargé, les cours oubliés. La piscine, les activités qu'il y a au camping et tout. Peut-être à la plage, je sais pas, on va aller promener le chien, toujours des choses à faire. Et le brevet à travailler aussi. J'ai rangé le téléphone, là je l'ai pas sorti depuis 24 heures et c'est pas mal. Pendant que les vacanciers en profitent, dans les mobil-homes, le personnel s'active. Avec les jours fériés de mai, 2 gros week-ends d'affluence sont prévus. Il y aura beaucoup plus de monde, donc du coup on a beaucoup de mobil-homes à préparer pour que tout soit propre et que ça convienne à la clientèle. Sur le littoral méditerranéen, le beau temps est enfin au rendez-vous cette semaine. Après Paris et Lille, c'est au tour du périphérique lyonnais de voir sa vitesse réduite. Depuis ce matin, elle est passée de 90 à 70 km/h d'un coup. Une mesure destinée à réduire la pollution et les nuisances sonores. Sur place, Gaël Charnet et Nicolas Forestier. Si vous rentrez de vacances, ouvrez bien les yeux. 90 sur le périphérique lyonnais, c'est fini. La vitesse est désormais limitée à 70. Et ce matin, pas facile de trouver des automobilistes que cela ravit. Ouh là là, catastrophe. 70 déjà à 90, ça fait des bouchons. À 70, je pense que ça va en faire plus. C'est compliqué, mais il faut s'y faire, c'est tout. De toute façon, on n'aura pas le choix, autrement ce sera des PV. Ça fait consommer moins, ça pollue moins. Normalement, ça doit être plus fluide. Fluidifier le trafic, c'est le but de la mesure, et donc réduire la pollution. Le fameux dioxyde d'azote, qui sur les 25 km du périphérique lyonnais, dépasse tous les seuils réglementaires. On espère avoir au moins 5% de moins des émissions, et sans doute plus, puisque en diminuant la vitesse, on va diminuer aussi notamment les phénomènes de congestion. 5% d'émissions en moins, une bonne nouvelle pour les 30 000 riverains qui vivent tout près. Par exemple, Alexis et Marcel, qui chaque matin suffoquent. J'essaye de ne pas sortir parce que je suis asthmatique. Si on a du monde et tout, on ne s'entend pas parler. Pour l'Observatoire de la qualité de l'air, on compterait 15% d'asthmatiques en plus chez les enfants qui vivent au bord du périphérique. Le gouvernement a la manœuvre aujourd'hui pour réfléchir à la mise en œuvre des mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron. Nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien, c'est ce qu'a déclaré ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Un séminaire gouvernemental qui sera d'ailleurs le thème de l'émission de Christophe Jacubizine à 18h sur LCI Canal 26. Et parmi les dossiers que le gouvernement devra aborder aujourd'hui ou un autre jour, il y a celui de la controverse et limitation à 80 sur les routes secondaires. Il est aujourd'hui question d'assouplir la mesure. Sur les longues lignes droites de la Gironde Hollande réputées dangereuses, le sujet est particulièrement sensible. Guillaume Ployer et Nicolas Forestier. Depuis son instauration en juillet dernier, la limitation à 80 km/h sur les axes secondaires fait toujours débat. Dans les Landes, sur plusieurs kilomètres, d'interminables lignes droites et des automobilistes plus que jamais défavorables à cette mesure. Déjà à 90, les gens marchent à 80 ou 70, donc 80, on les a à 50 ou 60.
Nous, chez nous, ici, c'est tout plat. Ce sont des grandes lignes droites. Il y a des camions. Et quand il faut les doubler, on est derrière, quoi. À 80, on ne peut pas. Face à la grogne, le gouvernement pourrait annoncer une application plus souple des limitations de vitesse. Pour étudier chaque route au cas par cas selon leur configuration, les élus locaux auraient alors leur mot à dire. Chaque maire devra décider, ou alors les préfets, je sais pas, ça dépend des endroits. Je veux bien qu'on soit limité à 60 même à certains endroits, mais je voudrais bien que ce soit limité à 110 dans d'autres endroits où il n'y a pas d'accident, quoi. Ils vont discuter à première vue au cas par cas, ça va être les préfets qui vont décider ça. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est eux qui connaissent leur route, donc pourquoi pas leur laisser le choix à eux. Selon la sécurité routière, la mesure a déjà permis d'atténuer la hausse de la mortalité sur les routes. Ici pourtant, les automobilistes restent sceptiques. Ça sert à rien le 80. Il y a encore plus d'accidents qu'à 90, donc les gens ils roulent mal. De toute façon, le 80 à l'heure, je vais vous dire, c'est pour pomper le fric du contribuable. Voilà exactement la vérité. Si elle est engagée, la réflexion sur des limitations mieux adaptées sera longue. 400 000 km de routes secondaires seraient alors concernés. Si vous avez contracté un emprunt immobilier avec un taux d'intérêt supérieur à 2%, c'est sans doute le moment d'aller voir votre banquier pour le renégocier. Parce qu'à la clé, plusieurs milliers d'euros sont à économiser. Les explications de Marie Demarque, Victor Amar et Olivier Stambard. Renégocier son crédit immobilier pour obtenir un meilleur taux, l'opération peut rapporter gros. On a acheté un bien, on a fait un prêt sur 18 ans et qu'on l'a négocié il y a 2 ans à peu près. Et on est passé de 3,2, on est passé à 1,7. Ce qui nous avait fait économiser à peu près 15 000 euros. Mais avant de se lancer, il y a quelques critères à vérifier pour que l'opération soit rentable. Il faut avoir encore au moins 2/3 de son prêt à rembourser et obtenir une différence de près d'1 point entre l'ancien et le nouveau taux. Un écart rendu possible grâce à des taux historiquement bas, 1,5% sur 20 ans. Alors, les Français sont nombreux à vouloir renégocier leur emprunt. Les demandes ont été multipliées par 3 en quelques semaines chez ces courtiers en crédit immobilier. Tous les gens aujourd'hui qui ont un crédit avec un taux supérieur à 2,5% doivent absolument renégocier leur crédit immobilier parce qu'ils ont des économies énormes à réaliser. Ce qu'il faut faire, c'est faire appel à la concurrence et voir ce qu'on peut obtenir comme taux plus bas aujourd'hui par rapport au taux qu'on a obtenu en général quelques années auparavant. En renégociant, vous devrez peut-être changer de banque, mais dans tous les cas, la procédure ne prend généralement pas plus de 2 mois. À l'étranger, d'importantes inondations touchent depuis quelques semaines le Québec. Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans la nuit de samedi à dimanche après la rupture d'une digue dans une ville. C'était à l'ouest de Montréal. Le point avec Julien Carrel. Rarement, la rivière Ottawa aura été à ce point déchaînée. Au vu de la situation, l'état d'urgence a été décrété dans les villes d'Ottawa et de Montréal et il va durer jusqu'à jeudi, car l'eau devrait encore monter de 15 cm. Ce week-end, le courant a emporté une digue. Elle protégeait la ville de Saint-Marthe-sur-le-Lac, à quelques kilomètres à l'ouest de Montréal. 1/3 des habitants a dû être déplacé et ceux qui restent sont inquiets. On croise les doigts. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant. On a tellement peur. L'armée a été déployée. Les militaires aident les habitants à construire des protections et digues de fortune avec des sacs de sable. Depuis le début des inondations, près de 10 000 personnes ont déjà été évacuées dans tout le Québec et 6 000 habitations touchées. Des chiffres qui dépassent déjà ceux des inondations catastrophiques du printemps 2017. Et puis en Espagne, plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco, l'extrême droite du parti Vox entre au Parlement avec 24 députés. Une élection législative remportée par le Parti socialiste qui devra s'allier pour pouvoir gouverner. 13h, 13 régions maintenant, avec d'abord la reprise des navettes maritimes à Marseille. Un bon moyen d'éviter les embouteillages. Les habitants, d'ailleurs, comme les touristes, les attendaient avec impatience. Au départ du Vieux-Port, Pauline Lefrançois et Philippe Fontalba. Voilà, bienvenue. Départ imminent depuis le Vieux-Port de Marseille, en bateau-bus. C'est reparti pour une saison. Les navettes maritimes viennent de reprendre leur service pour rallier le quartier de l'Estaque, au nord de la ville, et la Pointe-Rouge, au sud, par la mer. Pour éviter de prendre le métro et le bus, on préfère prendre le bateau. Pourquoi ?
parce que c'est plus sympa et plus rapide. Bah là, on voit Notre-Dame de la Garde sur votre gauche, beaucoup de bateaux. Voilà, c'est super. Et il fait trop beau. À la sortie du Vieux-Port, les Marseillais en prennent plein la vue. Le Mucem, le Fort Saint-Jean, défilent sous les yeux admiratifs des touristes qui découvrent le littoral marseillais. De voir la ville par l'intérieur, quoi. Autrement que par la route. En plus, on n'a pas de voiture, donc c'est une façon de découvrir la ville par la mer. On voit le Frioul, on passe devant le Château d'If, on est dans la rade de Marseille. Et elle est très belle, c'est une des plus belles. Les liaisons s'effectuent toute la journée avec un départ par heure et tous les jours, quelle que soit la météo. Et quand souffle le Mistral, le trajet prend une autre dimension. Elle est comment là, la mer? Elle est démontée. C'est bien, c'est mieux que dans les manèges. On ne fait pas souvent du bateau, on n'a pas tous la chance d'avoir un bateau, donc c'est déjà une façon de voir la ville différemment. Au bout de 35 minutes de navigation, arrivé au port de la Pointe-Rouge, c'est un voyage dans la ville qui a beaucoup de succès. Pour 5 € le billet. Une bonne nouvelle pour les habitants de la région de Dunkerque, privés d'eau potable pendant 2 jours à la suite de la rupture d'une canalisation. Alors après un week-end sans eau, la situation est enfin revenue à la normale et l'on peut de nouveau faire couler son robinet. C'est ce qu'on appelle mettre la charrue devant les bœufs. Il y a 2 ans, le conseil départemental de Haute-Garonne a installé des bornes pour recharger les voitures électriques dans une centaine de communes. Le problème, c'est que la plupart n'ont jamais vu passer une seule voiture électrique et n'ont même pas l'intention d'en acheter une. Antoine Magnan et Paul-Étienne Zahn. À Lavelanet de Comminges, en cette matinée, pas de traces d'utilisateurs pour recharger leurs voitures électriques. Mais les habitants jurent en avoir vu. De temps en temps, il y a des voitures qui chargent. Bon, pas tous les jours. Et pour cause, sur le mois de mars, dans cette commune, les bornes n'ont été utilisées que 2 fois. Direction le village voisin, au Fousseret. Ici, toujours pas de voitures stationnées sur les emplacements réservés. Elle est utilisée, oui, mais tous les jours, je crois pas. J'espère qu'à terme, on puisse avoir accès plus facilement à la voiture électrique. Après, voilà, ça reste un budget. Au Fousseret, il y a eu seulement 6 charges le mois dernier. Pourtant, ces bornes ont un coût, 7 500 € l'installation, avec 15% financé par la mairie. Ces bornes ne sont pas utilisées autant qu'elles pourraient l'être parce que le parc automobile électrique n'est pas suffisant dans la région, mais bon, c'est un pari sur l'avenir. Un pari qui, 2 ans après leur mise en service, a du mal à être gagnant. Nous nous rendons dans notre 3e village, à Gratins. Nichés derrière ce bâtiment, les bornes ne trouvent pas leur public. Pas même chez les propriétaires de voitures électriques comme Cécile. Je recharge ma voiture à la maison. On a fait le calcul et effectivement, ça coûte moins cher de le faire sur son réseau à la maison. C'est un petit peu moins rapide. Pour Cécile, recharger sa voiture sur les bornes coûterait près d'1,50 € l'heure. Des bornes comme celle-ci, le département de la Haute-Garonne en a installé dans 100 communes rurales. Coût total, 750 000 €. En campagne, on se pose des questions quant à la priorité d'engager des fonds qui auraient pu servir à promouvoir les carburants plus propres. Pour l'instant, la voiture électrique connaît un succès relatif en France. En 2017, elle représentait seulement 1% des véhicules vendus. Dans Lyon, un village rural ne connaît pas la crise. Ancy-le-Franc, 900 habitants, 6 nouveaux commerces en 5 ans, en plus des nombreux services et associations déjà présents dans la commune. Antoine Defive et Alexandra Vieira. La vie reprend peu à peu à Ancy-le-Franc. En à peine 3 ans, pas moins de 6 commerces sont ouverts dans ce village de moins de 1000 habitants. L'an dernier, Nadège a transformé l'ancienne pharmacie en cave à vin. On disait que c'était un village un peu mort, ça n'attirait plus personne. Et je dis château, tourisme, le vin, c'est la région, les produits régionaux. Et je me suis lancée. Avec ces nouveaux commerces, le village accueille entre autres un cabinet médical, un collège et même un supermarché, en plus des traditionnelles boucheries, bureaux de poste et tabac-presse. Essayez voir du coup pour lire. Oh là là, impeccable. Ça va? Un dynamisme qui a encouragé l'installation de cette opticienne. On a tout de suite plus envie de s'installer dans une ville qui bouge qu'une ville où il n'y a aucun commerce. Ça fait tout de suite plus peur, oui. Le château de la Renaissance et le passage de la départementale dans le bourg expliquent en partie cette attractivité. Installée depuis plus de 15 ans, cette boulangère a récemment agrandi sa boutique. Ici, nous sommes dans l'espace snacking où nous pouvons accueillir 22 personnes.
depuis le 26 février. Et elle a même embauché. La vendeuse est en CDI et le préparateur en sandwich en CDD. En quelques mois, la commune est rapidement devenue un relais pour les villages alentours. Après une période avec beaucoup de commerces fermés, là le village se redynamise depuis un petit temps, ce qui est quand même très bien. Ça attire du monde, les gens ne vont peut-être pas s'en aller, il y a tout ce qu'il faut ici. Enfin, presque tout, cet hôtel du centre-ville attend toujours son repreneur. Et nous en venons à notre opération Votre plus beau marché avec vous, Dominique Lagroux-Sampère. Alors, d'abord, bonjour Dominique. La mobilisation ne faiblit pas, on a atteint quel niveau ? Oui, un cap franchi ce week-end avec plus de 500 000 votes, une forte mobilisation. On en est exactement à 521 365 votes au moment où on se parle. Un chiffre, vous le savez déjà, qui augmente de minute en minute. Ces 4 derniers jours, on a comptabilisé 100 000 votes supplémentaires sur notre site internet www.votreplusbeaumarché.fr. Alors continuez de voter. Vous avez les marchés qui défilent et vous votez pour le marché qui, à vos yeux, est le plus beau de votre région. Allez, on fait un petit point. 3 bons marchés en trio de tête. Ils sont costauds, ceux-là. Ensuite, une bonne dizaine de marchés qui sont au coude à coude et qui se portent bien. Mais malheureusement, 3 petits poussés en bas de la liste. Alors surtout, continuez parce que rien n'est joué. Et je ne vous en dis pas plus, mais on vous fera bientôt un classement provisoire, justement un point d'étape sur ces plus beaux marchés. En tout cas, chaque semaine, Dominique, nous vous faisons découvrir les 24 marchés retenus pour le concours, pour la finale. Aujourd'hui, direction les Halles de Menton, choisies par les lecteurs de Nice Matin. Anouchka Flieler, Christine Guérard nous le présente. Ti piace piccante? À bientôt mesdames, avec plaisir. Accent chantant, parfum d'olive. Les filles, gardez le sourire. Ce marché est un condensé de Méditerranée. Olive noire et ail. Ah, c'est pas le concours des marchés. Voilà. Alors votez pour Menton. Votez, votez. Le marché de Menton, un marché coloré avec une dominante, le jaune, celui du soleil et des fameux citrons. La peau est bonne, la peau est douce. Ils sont doux à manger comme ça. Ces citrons sont aussi un élixir de jouvence. Mario, vendeur emblématique, en est la preuve. Vous avez quel âge? 82. 82 ans? Oui, je suis toujours là. C'est quoi le secret de votre forme? Le travail et le marché. C'est la vie. J'espère qu'on va gagner. On a déjà gagné un morceau, mais là on va gagner l'autre. Les Mentonnais veulent gagner et ils le font savoir. Tu vas voter en Italie, le plus beau marché de France, c'est Menton. Eh oui. Effectivement, je tiens à vous dire que vous avez une très très belle ville. Nous venons de la région parisienne de Paris. Vous avez un très beau marché, les gens sont agréables. Il n'y a pas de mots. Vraiment, on va voter plusieurs fois même. De toute façon, on va gagner, c'est sûr. C'est clair. Pourquoi? Il y a un petit truc, je vous dis, c'est vraiment très très familial à l'intérieur et ça se ressent. Dans ces halles, commerçants et clients fidèles se retrouvent 6 jours par semaine. Et elles sont charmantes, ces dames. Elle n'est pas là, Marmotte, ce matin? Ah, elle est là. Vous voyez, c'est convivial. J'aime le contact avec les gens, en général. La plupart, ils me connaissent depuis que je suis gamine. Un des bâtisseurs du marché, c'est mon arrière-arrière-grand-père. C'était à la fin du 19e siècle, en 1898. Le marché couvert a été construit sur la grève où l'on entreposait autrefois les bateaux. Il permettait de garder les produits à l'ombre, au frais. On va le construire pour pouvoir permettre une aération, une circulation des personnes à l'intérieur. Mais l'architecte va quand même vouloir donner une petite touche de fantaisie à ce bâtiment avec des cabochons de céramique, avec des frises comme vous pouvez les voir style Renaissance, ce qui va lui donner un petit peps. Le dynamisme du marché a traversé les années. Il attire aujourd'hui autant les Mentonnais que les voisins italiens. Et la ringrazio, buona giornata. Bonjour. Toutes les semaines, on vient prendre des fruits et des légumes. Et pourquoi ici? Parce qu'ils sont très bons, ils tiennent bien. Et là, j'ai même fait les courses pour ma fille. Après les courses, le réconfort. Soca, pissaladière ou pichade. Chez Mimi, les spécialités locales sont incontournables. Ah, elle est toute belle. Je connais tout le monde. Depuis 28 ans que j'y suis. Voilà, je me régale. Voilà, et je régale les autres en plus, vous voyez. C'est d'ici, on est content de pouvoir manger nos produits d'ici et effectivement c'est le plus beau marché de France donc forcément on se régale encore plus.
Ajoutez à cela un microclimat qui ensoleille le marché et les terrasses 316 jours par an, vous comprendrez l'enthousiasme mentonais. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Voter. Attention quand même, le serveur est fragile, il est en train de le mettre en surchauffe là. Et en tout cas, sur les marchés, on rivalise d'imagination pour vous inciter à prendre part à ce concours, Dominique. Oui, par exemple sur le marché de Narbonne, qu'on vous avez fait découvrir dans ce journal il y a tout juste une semaine, eh bien, c'est une omelette géante, gratuite, qu'on a servie dans les allées ce week-end de Pâques. Vous allez le voir, enthousiasme, sourire en pagaille. Écoutez, ça fait du bien. Votez pour les Halles de Narbonne, le plus beau marché de France. On va faire péter le serveur de TF1. Et oui, vous faites péter le serveur de TF1, vous l'avez bien dit. Moi j'aurais dit sauter, mais bon. C'est en surchauffe. Et des tracts à Narbonne ont même été distribués, regardez, dans les allées du marché pour inciter à voter. Également, une très belle affiche pour le voter en espagnol, puisque je vous le rappelle, on n'est pas très loin de la frontière. Et puis regardez, on a reçu un joli t-shirt aux couleurs de Narbonne avec cette inscription-ci, recto, et verso celle-ci. Tu veux voir Jean-Pierre Pernaut en vrai? Vous l'avez déjà vu, vous, Jacques, en vrai? Ça me dit quelque chose. Oui, Jean-Pierre Pernaut. Il me semble, oui. Vous avez d'autres choses peut-être? Oui, exactement. Il y a plein d'autres choses. Alors, toujours un t-shirt, parce que les t-shirts commencent à nous parvenir. Votez pour le marché de Montbrison avec des cœurs. Hein, vous voyez, on est fan de son marché là-bas. Également, des tracts qu'on distribue dans les allées. Et puis, une affiche. Votez Montbrison, toujours avec un petit cœur. Pour les infos, 500 t-shirts confectionnés pour l'occasion. 15 000 affiches et tracts distribués dans les boîtes aux lettres. Eh ben, les villes aussi sont décorées aux couleurs du plus beau marché. Oui, le marché de Pressac. C'est pour la région Midi-Pyrénées. Eh bien, une banderole, vous la voyez, votre plus beau marché traverse littéralement la route départementale du village. Également, les commerçants du village de Saint-Louis, qui représentent l'Alsace, eux portent des canotiers comme celui-ci. Une ambiance très chaleureuse, festive. Alors, continuez à nous envoyer ce type d'affiches, de tracts, de t-shirts, tout ce que vous avez imaginé pour inciter à voter. Avec Jean-Christophe Geffard, avec Mona Hadji qui prépare cette opération avec nous. On sera heureux de vous les montrer dans le journal de 13h. Et puis une seule adresse, vous la connaissez, votreplusbeaumarché.fr. D'ailleurs, mercredi, on ira à la découverte d'un autre marché, Toussy, pour la région Bourgogne. Un dernier compteur. Je suis en train de regarder en direct sur le site. On en est à 529 148 votes. 8 000 votes supplémentaires depuis le début de ce journal. Continuez, votez, vous êtes mobilisés. Merci beaucoup, Dominique. Alors, on reste dans les Alpes-Maritimes, on y était tout à l'heure, à l'instant, pour découvrir un village, cette fois plein de charme, Falicon, une commune située sur les hauteurs de Nice. Elle est connue pour son patrimoine médiéval, mais aussi sa fête des œillets, qui vient d'avoir lieu, une fleur d'ailleurs emblématique de la Côte d'Azur. On retrouve sur place Anouchka Fieler et Christine Guérard. Dans les ruelles et sur les murs, dans les fontaines et les bouquets, l'œillet s'est invité partout à Falicon, jusque dans l'église du village. Ce matin-là, la messe se célèbre sous un ciel de fleurs. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de goût, beaucoup de sentiments. La patience et disons le bénévolat des gens, c'est extraordinaire et ça fait chaud au cœur aujourd'hui. Pour fleurir le village, il a fallu piquer 17 000 tiges d'œillets. Là, juste pour ces 5 structures, il en faut à peu près 900. Les fleurs viennent de l'Italie voisine. Pendant une semaine, 40 bénévoles ont veillé aux moindres détails. On les fait venir et ils sont pratiquement en bouton. Donc on va un peu chauffer la base de l'œillet et un petit peu l'ouvrir comme ça. Voilà, pour qu'il soit beau pour la fête. L'œillet, c'est quand même avant tout notre culture, parce qu'on disait l'œillet de Nice. Mais le retrouver à Falicon, c'est extraordinaire et vraiment c'est un moment très émouvant. L'amour des œillets et de la tradition se transmet ici de génération en génération. Il faut couper tes brins plusieurs fois. Oui. Là, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Et même si les compositions se font sur trottinette, les fleuristes d'un jour créent avec beaucoup de sérieux. Là, on essaye d'en mettre un peu, pas pour que ce soit de nature, mais pour que ce soit plutôt dressé. Donc, on essaie de faire par couleur. Si l'œillet peut, selon les croyances, porter chance ou malheur, une chose est sûre, il apporte beaucoup de plaisir à ses admirateurs. À Cahors, ce sont les 900 ans de la construction de la cathédrale Saint-Étienne que l'on célèbre depuis le début du mois. Pour l'occasion, une précieuse relique a fait l'objet d'une procession dans les rues de la ville, la Sainte Coiffe de Jésus. Dans le Lot, Paul-Étienne Zahn et Jean-Vincent Fournis.
Elle retrouve les rues de Cahors pour la première fois depuis 80 ans. La Sainte Coiffe a été portée au cours de cette procession, suivie par près de 2000 personnes. La Sainte Coiffe est cette relique vénérée à Cahors depuis la construction de la cathédrale il y a 900 ans. La Sainte Coiffe du Christ, la Sainte Coiffe de Cahors, est reconnue traditionnellement comme le voile qui a recouvert la tête de Jésus quand il a été mis au tombeau au moment de son ensevelissement. Pour certains, c'est Charlemagne qui aurait ramené la relique de Jérusalem et offert au diocèse de Cahors. La personne du milieu se mettra devant alors. En cette année de célébration de l'édification de la cathédrale, elle va être portée dans les rues de la ville par ses fidèles de la paroisse. Oui, il y a 80 kilos, mais c'est bon. La foi va nous aider. Et puis on est 8 porteurs en tout. Donc ça devrait le faire. Cela faisait depuis 1940 que cet événement ne s'était pas déroulé. Du coup, de nombreux fidèles, de Cahors ou d'ailleurs, ont tenu à y participer. La Sainte Coiffe, c'est quelque chose qui est quand même historiquement et spirituellement quelque chose de très fort et que ça ne se présentera pas 2 fois dans une vie, sans doute, de faire la procession. C'est vrai qu'en tant que chrétien, et surtout avec ce qu'on a entendu sur Paris, c'est très important. Au rythme des cantiques et des prières, en passant par les rues étroites du cœur historique de la ville, puis sur les bords du Lot, la procession s'est achevée sur le parvis de l'édifice religieux. Ça fait des mois que la ville s'y prépare. Beaucoup de gens se sont investis là-dedans, notamment des bénévoles. D'autres célébrations et d'autres événements sont prévus à Cahors jusqu'au mois de décembre pour fêter les 900 ans de la cathédrale. Un succès mérité, elle avait remporté le The Voice Kids en 2017. Angelina, 12 ans, sort aujourd'hui son premier album, Ma Voix, VOIE. 12 chansons qui réjouiront sans doute ses fans. Jean Chubillot et Sophie Hernandez l'ont écouté hier à Marseille où elle donnait un mini-concert. Un petit air enfantin pour une artiste au style affirmé. C'est si beau ici, c'est si beau ici. J'aimerais tant que ça le reste. Prends-en soin, je t'en prie, c'est si beau ici. Rencontre à Marseille avec Angelina, 12 ans. Quand elle n'est pas à l'école, elle donne des concerts près de chez elle. Ma région, c'est ici. Pourquoi tu l'aimes? Déjà, cette région est très ensoleillée et les gens sont très joyeux ici. Et je suis super contente de vivre. C'est si beau ici, j'aimerais tant que ça le reste. Prends-en soin, je t'en prie. Je suis en 5e, j'adore tout ce qui touche aux langues. Je fais de l'anglais. Il n'y a aucune personne dans ma famille qui fait de la musique. Je ne sais pas vraiment d'où ça sort. En fait, je ne réalise pas encore d'avoir gagné The Voice. En fait, c'est comme si tout était irréel. Et on mélangera du rose à nos peurs. Peut-être qu'en couleur, le monde sera bien. Quand même, avant de chanter, j'ai un petit peu le trac. Je pense que tous les artistes ressentent ça. Mais dès que je commence à chanter, j'ai que du plaisir. Maman me dit, fais ça, fais ci. Maman me dit, que me dit maman? Avec 10 chansons originales, dont une signée Patrick Fiori et 2 reprises, Angelina s'affirme déjà, avec cet album, comme une artiste authentique. La foire du trône qui se tient en ce moment à Paris est non seulement la plus grande fête foraine d'Europe, elle existe aussi depuis 1000 ans. Une distribution de pain en pleine famine au Moyen-Âge s'était transformée en fête, puis en foire. Nous allons en découvrir plusieurs facettes cette semaine et d'abord, sensation oblige, voici les pires ou les meilleurs des manèges, c'est vous qui voyez. Mathieu Dupont et Rida Fourni. Allez, faites-vous servir, je vous attends. Vu d'en haut, c'est plutôt tranquille. Mais ce que l'on vient chercher ici, on est inquiet là? Oui. C'est ça. Des sensations fortes pendant moins d'1 minute. Le king vous retourne l'estomac. C'est chaud. La première descente, hein, à l'arrache. C'est une grosse rouillarde, donc j'ai flippé toute la durée. Et ça ne fait que commencer. 50 mètres en moins de 4 secondes. Et quand on monte, il faut redescendre.
notre cœur, il reste en bas. Qu'est-ce qu'on sent? Notre vie s'envolait. Et à la foire du trône, il y a deux sortes de personnes. Elle a peur, elle. Ouais, j'ai peur. Et vous? Moi, j'ai envie de faire. Alors le top spin est fait pour toi. Looping et double rotation. Mais pourquoi s'infliger ça? Mais c'est trop bien, il y a des sensations fortes, c'est trop cool. Ce qui nous plaît en fait, c'est que voilà, on a les chocottes. Et on aime ça. On a le sang qui monte à la tête et le ventre, il ne sait plus où il en est en fait. Les abdos se serrent. Le vrai plaisir, c'est d'avoir des sensations fortes et de tenir le coude jusqu'au bout. Parce qu'au départ, c'est toujours main moite et sourire de circonstance. Le maximum de la machine. C'est après que ça se gâte. Et ce sont les ados qui en parlent le mieux. Faut vraiment avoir faut avoir du courage. C'est pour les autres, mais surtout pas pour moi. Certains, aux cheveux blancs, aimeraient bien essayer, mais parfois, il faut savoir rester raisonnable, accès interdit. Parce que je suis cardiaque. Mais attention, les sensations fortes ne sont pas réservées aux jeunes, loin de là. Il faut seulement être capable de retrouver la sortie. Ça doit pas mal secouer au niveau de la tête, l'équilibre après, bon, faire attention. Il y a une bonne ambiance, on y vient tous les ans régulièrement, mais on se contente de regarder maintenant. La reine du jour, elle, n'avait rien demandé. Un enterrement de jeune fille sans sensation, c'est nul. C'est pas évident, elles m'ont mis dans des manèges horribles. En plus, je déteste ça, donc c'était horrible. On continue. À en perdre sa couronne, comme sur le Booster Max. Une chute de 60 mètres à 120 km/h, la tête en bas. C'est la plus grande foire de France. C'est là qu'on trouve les plus gros manèges. Et ça, les jeunes, ils en raffolent. Ils ont envie de décompresser, ils ont envie de se vider la tête. Je crois que ça leur fait du bien. Quand on est en haut, plutôt très mal. Et quand ça part, vraiment très mal. Bien entendu, en cas d'urgence, on a le point emergency qui fait arrêter le manège. Enfin, si votre corps dit stop, il vous reste flyman. Ici, pas de secousse. L'assurance d'un panorama sur tout Paris à partager les pieds dans le vide, à condition évidemment de ne pas avoir le vertige. Alors j'évoquais le Moyen-Âge à propos de cette foire du trône. La Renaissance est une période de l'histoire qui a suivi le Moyen-Âge. Elle est marquée par de nombreux personnages illustres, comme François Ier, Rabelais et bien sûr Léonard de Vinci, dont on célèbre cette année les 500 ans de la mort. C'était le 2 mai 1519 à Amboise. L'occasion pour nous de découvrir ou redécouvrir 4 de ces grands personnages à travers les lieux qui les ont marqués. Commençons donc par Léonard de Vinci au Clos Lucé avec Cécile Madronet et Pascal Chély. Bienvenue pour un voyage dans l'histoire il y a 500 ans. Entre le château royal d'Amboise et le Clos Lucé. C'est ici que Léonard de Vinci passe les 3 dernières années de sa vie. L'un des plus grands artistes de la Renaissance, invité de marque du roi François Ier. La légende veut que lorsqu'il arrive ici, François Ier dise à Léonard de Vinci, « Ici, Léonard, tu seras libre de penser, de rêver, de travailler. » Le roi admire les multiples talents de Léonard de Vinci. Peintre de renom, architecte, metteur en scène de fêtes, ingénieur civil ou militaire. Dans la salle des maquettes, on découvre ses inventions, comme ses machines volantes. Par exemple, nous avons le parachute. Bon, le parachute n'a pas la même forme actuellement que celui que Léonard imaginait, mais il fallait y penser. Donc ça peut intéresser les jeunes, parce que quand même c'était, disons, à son époque, un homme moderne. Démonstration dans le parc, avec des élèves de 5e qui manipulent pour la première fois un char d'assaut. En fait, il permet d'attaquer sur tous les côtés. C'est très impressionnant. On se dit qu'il a inventé ça avant tout le monde et ça fait un peu peur. Pourquoi ? Bah, c'est quand même terrible comme arme de guerre. Moi, ça me fait pas penser à un char, ça fait penser à une soucoupe volante. Bah, c'est bien, j'aime bien ce genre de truc. Simon, quant à lui, maîtrise la roue à écureuil. En fait, on tire donc, du coup, sur la corde et ça va soulever la pierre qui est là. Et donc du coup, ça va permettre en fait, avec moins de personnes de soulever une pierre qui est lourde. Il était plus ingénieux, plus visionnaire que les autres. Tout au long de sa vie, Léonard a puisé son inspiration en observant la nature. Le mouvement de l'eau ou les plantes qu'il reproduit dans les moindres détails. Le cyclamen italien. Et qu'on retrouve dans certains tableaux. La Vierge au rocher. Toute l'observation de Léonard de Vinci, son observation de la nature et de la mise en pratique,
C'est ça qui est intéressant pour les enfants, justement, aussi, et pour nous. Visiter le Clos Lucé, c'est aussi entrer dans l'intimité de l'artiste. Vous êtes ici dans la cuisine de Mathurine. Avec sa fidèle servante Mathurine, qui lui prépare essentiellement des légumes, des bouillons, pour satisfaire un précepte du maître. Que sobriété, saine alimentation et bon sommeil te maintiennent en santé. Dans son atelier, Léonard de Vinci travaille sur la Vierge à l'Enfant Jésus et achève son Saint Jean-Baptiste. Une atmosphère qui nous transporte au XVIe siècle. C'est un grand créateur, un peintre, un ingénieur, enfin c'était quelqu'un de brillant. Et en plus gaucher, donc ce qui me flatte parce que je suis gauchère, donc voilà. Ça nous rebascule un petit peu en arrière, donc c'est intéressant. Et puis pour les enfants, là, ça leur permet de voir comment c'était à l'époque, donc c'est plutôt plaisant. Ouais. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard observe, dessine, classe ses innombrables croquis. Il s'éteint dans sa chambre le 2 mai 1519, mais son héritage reste universel. Il disait « Les détails font la perfection ». Mais la perfection n'est pas un détail. Je pense que probablement ça l'a aidé tout au long de sa vie. Pour moi, il est toujours là, on le sent toujours là, on sent son âme, on sent ce qu'il a fait, on sent sa vie. Pour l'humanité, il a apporté énormément de choses, on s'en sert encore aujourd'hui. Enterré au château d'Amboise, le génie italien incarne l'esprit créatif de la Renaissance. Il a marqué l'histoire du Val-de-Loire, jusque dans l'architecture de l'un de ses joyaux, le château de Chambord. La Bourse de Paris en légère baisse, moins 0,22% à 5557 points. Dans un instant, ce sera la météo d'Evelyne Delia à 20h, Gilles Boulot. Petite parenthèse à propos de votre plus beau marché. Depuis le début de ce journal, vous avez été 15 000 à voter. Continuez, votre plus beau marché.fr. Et puis on va se quitter avec ces quelques images bucoliques de coquelicots tournées ce matin dans l'Hérault par Nocange Albert et Jean-Vincent Molinier. Côté de là, bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.